Je vais vous lire le mythe de Midas, issu du livre Persée et autres métamorphoses d'Ovide. Donc, c'est à la page 71. Bacchus déserte les champs de Thrace et, suivi d'un cortège de fidèles, il visite les vignobles fertiles du Tmol et les rives riantes du Pactole, ce fleuve qui, en ce temps-là, ne roulait pas encore dans ses eaux un sable d'or convoité par les mortels. Les satyres et les bacchantes forment le cortège du dieu. Seul Silène, le fils de Pan, est absent. Des paysans de Phrygie l'ont surpris titubant sous le poids des années et du vin. Ils l'ont enchaîné avec des guirlandes de fleurs et conduit à Midas, le roi du pays. Ce roi avait été initié par Orphée et Eumolpe au mystère du culte de Bacchus. Il reconnaît Silène, le fidèle compagnon et père nourricier de Bacchus. Il célèbre l'arrivée d'un tel hôte par un festin qui dure 10 jours et 10 nuits. Lorsque l'aurore se lève pour la 11e fois, il décide de ramener le vieux satyre en Lydie pour le rendre au jeune dieu qu'il a élevé. Ravi d'avoir retrouvé son cher compagnon, Bacchus promet à Midas de réaliser son vœu le plus cher. Quelle intéressante mais dangereuse récompense pour un roi qui en usera si mal. Fais en sorte, demande le roi à Bacchus, que tout ce que je touche se change en or sous mes doigts. Sa demande est accordée, mais le bien qu'il vient de recevoir fera son malheur, et le dieu regrette que son souhait n'ait pas été plus sage. Midas rentre chez lui tout joyeux. Il veut sur le champ essayer l'effet des promesses du dieu. Il touche tout ce qui se présente devant lui. Une branche de chêne pend, il l'arrache. Il tient un rameau d'or. Il a peine à croire ce qu'il voit. Il ramasse un caillou, il jaunit dans ses mains. Il touche une motte de terre, elle devient un lingot d'or. Il coupe des épis, c'est une gerbe d'or. Il cueille une pomme, on la dirait un fruit d'or du jardin des Hespérides. Il pose les doigts sur les portes de son palais, et l'or rayonne. Il plonge ses mains dans l'eau, et c'est une pluie d'or capable de tromper Danaé elle-même qui ruisselle. Obsédé par tout cet or, Midas contient avec peine sa joie. Cependant, ses esclaves ont dressé la table qui regorge de mets et fruits appétissants. Mais dès que Midas touche le pain, il le sent se durcir. Il porte des mets à sa bouche, et c'est sur de l'or solide que ses dents se referment. L'eau mêlée de vin de sa coupe se change sur ses lèvres en or fondu. Effrayé par ce prodige si nouveau, qui le rend riche et pauvre à la fois, Midas voudrait renoncer maintenant à ses trésors. L'objet de ses vœux devient l'objet de sa haine. La faim le tourmente, la soif brûle sa gorge desséchée. Aucune richesse ne peut l'apaiser. L'or qu'il a tant désiré lui cause un supplice bien mérité. Alors, levant au ciel ses mains et ses bras resplendissants de l'or qu'ils ont touché, il s'écrie « Ô Bacchus, pardonne-moi, je reconnais mon erreur. Pardonne-moi et prive-moi de ces richesses qui m'ont rendu si pauvre. » Les dieux sont indulgents. Bacchus écoute favorablement le malheureux Midas, qui a reconnu sa faute, et lui retire un si funeste présent. « Pour que tes mains, dit-il, ne soient plus enduites de cet or, si mal à propos demandé, va vers le fleuve qui coule près de la puissante ville de Sardes. Remonte son cours en suivant la pente de la montagne, jusqu'à ce que tu aies trouvé sa source. Tu y plongeras ta tête, et tu t'y laveras soigneusement, pour te débarrasser de ton or et de ta faute. » Aussitôt, Midas s'exécute. Il arrive aux sources du Pactole. Il s'y baigne, soudain l'onde jaunit. Le fleuve reçoit le pouvoir de tout changer en or qu'il y dépose. Maintenant encore, ce fleuve charrie des paillettes d'or à sa surface, sur ses rives et dans les champs qu'il baigne de ses flots. Désormais, dégoûté des richesses, Midas n'aime plus que la campagne. Il vit avec le dieu Pan, qui, dans les grottes, a fixé son séjour. Mais il est toujours aussi stupide, et bientôt sa sottise va lui jouer un mauvais tour. Le Tmol, dont le sommet s'élève dans les nuages et domine au loin les mers, voit à ses pieds d'un côté les tours de Sardes, de l'autre les murs de l'imple Hypaepa. C'est là qu'au son de sa flûte, Pan attire et amuse les nymphes des alentours. Il proclame que sa flûte est plus harmonieuse que la lyre. Un beau jour, il défie Apollon, dans un concours musical dont le dieu du mont Tmol lui-même sera l'arbitre. Assis sur son rocher, le vieux Tmol, pour mieux les écouter, écarte la forêt qui couvre ses oreilles. Une couronne de chêne lui fait une sombre chevelure, et le long de ses tempes pendent des glands et des feuilles. Alors Tmol s'adresse à Pan, le dieu des bergers. Le juge est prêt. Pan se met à souffler dans les tuyaux de sa flûte. Il en tire des notes aiguës d'une mélodie champêtre qui charme l'oreille peu raffinée de Midas, auditeur de concours. L'arbitre tourne ensuite sa tête vers Apollon, et toute la forêt qui couvre sa tête a suivi son mouvement. Apollon se lève, couronné de blonds lauriers du Parnasse, et revêtu d'une longue robe pourpre. Sa posture, à elle seule, annonce qu'il est bien le dieu de la musique. Sa main droite soutient une lyre ornée d'ivoire et de pierreries. Sa main gauche tient un archet qui frotte savamment les cordes.
Ravi par la douceur de ces accords, le vieux Tmoll proclame que la flûte champêtre est vaincue par la divine lyre. Tel est son jugement. Les nymphes et les bergers applaudissent. Seul Midas ose protester. Il déclare que l'arbitre est injuste. Apollon ne peut souffrir que des oreilles si grossières de l'oreille de l'homme conservent l'aspect. Il les allonge, il les couvre d'un poil grisâtre et les rend mobiles. C'est le seul changement que Midas subit. Il n'a été puni que dans sa partie coupable, il a seulement des oreilles d'âne. Honteux, il les cache avec soin sous un large bonnet de laine qui descend sur ses tempes. Mais l'esclave qui lui coupe les cheveux a tout vu. Il n'ose divulguer la difformité de son maître, mais il meurt d'envie de tout dire. Incapable de se taire plus longtemps, l'esclave marche dans la campagne, creuse le sol, et, à voix basse, il confie le honteux secret du roi Midas au trou qu'il a fait dans la terre. Puis il rebouche le trou, comme s'il voulait ensevelir ses mots indiscrets à jamais, et s'éloigne en silence. Mais voici qu'en ce lieu même, un an plus tard, une forêt de roseaux se balance. Quand le vent souffle doucement, les tiges souples bruissent du secret confié à la terre par le séviteur et murmurent la vérité. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Livre 11.